Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom de la Bibliothèque Médiathèque de Sierre. C'est toujours un moment privilégié pour nous de recevoir une auteure, une occasion de pénétrer un petit peu plus dans son processus d'écriture, de comprendre les enjeux qui sous-tendent son travail. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons faire plus ample connaissance avec une talentueuse auteure qui a été très remarquée pour son premier roman, qui a d'ailleurs été multiprimé. Ce roman, c'est Impasse Verlaine et l'auteur, c'est Dali Farah. Bonjour Dali Farah, bienvenue à vous. À noter que son deuxième roman vient tout juste de paraître et je suis sûre qu'elle nous en dira aussi un petit peu plus tout à l'heure. Eh bien, Dali Farah aurait dû faire 9 heures de train pour venir jusqu'à Sierre. Aujourd'hui, elle nous recevra depuis chez elle. Et pour accompagner cette rencontre, eh bien, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Jean Depreux, qui est Bonjour. ancien journaliste RTS. Bonjour Jean. Bonjour. Et c'est en leur compagnie que nous allons faire plus en connaissance avec vous, Dali. Cet entretien sera aussi enrichi par des moments de lecture parce que c'est important aussi de pénétrer au cœur même du texte. Et ça, grâce à Clotilde Germain, que je salue au passage et qui nous fera la lecture de quelques extraits. Malgré ce format un petit peu décentralisé, eh bien, vous avez quand même la possibilité d'interagir tout au long de cette rencontre. Pour cela, vous devez utiliser le chat. Vous avez sur votre écran, selon votre installation, soit tout en haut, soit tout en bas, 3 petits points. Et quand vous cliquez dessus, vous avez un onglet qui s'appelle Converser. Et par cet onglet, vous pouvez directement poser vos questions. Soit elles sont visibles par tout le monde, soit vous les adressez directement à moi, à questions. Et en fin d'entrevue, je me ferai la porte-parole pour vous auprès de notre auteur. Voilà, il me reste à nous souhaiter un très joli moment de partage avec notre invité, avec un mélange d'enthousiasme et d'appréhension pour ce nouveau format qu'on inaugure aujourd'hui. Merci d'ailleurs à vous d'y participer. Et sans plus attendre, eh ben, je passe la parole à Jean. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Muriel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors oui, pour la troisième année consécutive, c'est donc sous le signe de Lettres Frontières que s'inscrit ce rendez-vous patronné par la Bibliothèque Médiathèque de Sierre, un peu beaucoup décentralisé cette année compte tenu des circonstances. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Lettres Frontières est une association transfrontalière pour la promotion de la littérature en Auvergne, Rhône-Alpes et en Suisse romande. Elle défend les auteurs et les éditeurs de ces deux régions et fédère à travers son réseau d'adhérents de nombreux autres professionnels. Lettres Frontières se fait un point d'honneur à favoriser les échanges entre les auteurs et les professionnels du livre des deux régions, mais aussi et peut-être surtout entre ces professionnels et leur public. C'est ce que nous allons tenter de réaliser avec vous au cours de la petite heure à disposition. Et pour cela, nous avons le grand plaisir de recevoir en direct d'Auvergne Dali Farah. C'est votre nom d'écrivaine, un pseudonyme qui porte la joie en étendard. Dali Farah, sélection du prix Lettres Frontières 2020 pour votre premier roman, en tout cas le premier publié, Impasse Verlaine, paru en 2019 chez Grasset, aujourd'hui édité en poche. Dali Farah, vous êtes né à Clermont-Ferrand en 1973, de père et de mère nés en Algérie, venus s'installer en France. Votre maman était femme de ménage et votre papa manœuvre sur les chantiers. Vous avez initialement rêvé de devenir journaliste, mais vous avez goûté aux joies de l'enseignement lors d'un stage et vous avez tellement aimé ça que vous avez décidé d'en faire votre métier. Agrégé de lettres, vous enseignez aujourd'hui la littérature et la philosophie en classe préparatoire dans un lycée de Thiers, faut-il le rappeler, capitale mondiale de la coutellerie, située à quelques dizaines de kilomètres à l'est de Clermont-Ferrand, patrie, elle, du bonhomme Michelin et de ses dérivés caoutchouteux. Mais je propose qu'on se plonge sans plus attendre dans l'univers d'Impasse Verlaine. C'est Clotilde Germain qui nous y emmène. Je suis née le 22 février 1973. Prévu pour le mois d'avril, j'aurais dû être un bébé du printemps. C'est compter sans l'ingéniosité de l'adolescente de 17 ans qui me porte dans ses flancs. Embarrassée par la lourdeur de cette excroissance malvenue, ma mère raconte, en s'esclaffant,
Comment chaque jour, elle invente des stratagèmes ludiques et brillants pour enfin retrouver le ventre moelleux de ses 16 ans. Sa première tentative consiste à dévaler une pente raide sur un vélo sans frein et à se jeter sur le côté en pleine course. Elle récolte quelques ecchymoses, mais la tumeur utérine ne semble pas s'être détachée d'elle en même temps que le vélo. Elle se risque à dévaler la même pente sans vélo, allongée en roulant sur elle-même. L'expérience est étourdissante, plus belle et plus jouissive que les étreintes brutales et imposées de l'acte conjugal, mais ne la libère pas du cabas ventral qui la déforme. Ses beaux cheveux noirs sont garnis de brindilles, ses vêtements salis, et elle a un peu froid au moment de rentrer au village auvergnat. Le vent d'hiver vient déjà du nord, le vent des Aurès lui manque. Sur le chemin, elle verse quelques larmes en pensant à ses champs et à ses brebis, ses innocences perdues. Mais cela, elle ne le raconte pas. Ma mère a sa dignité berbère. On ne dit pas n'importe quoi quand on boit du thé, même lorsque le miel colle aux dents. Elle a beau se retourner dans son lit, chercher une solution qui la libérerait de ce poids intérieur, elle n'y arrive pas. Elle doit envisager un face-à-face plus direct avec la chose. Après avoir consulté ses oracles secrets, elle décide d'extraire le mal par là où il est entré. Elle explore son intimité avec des objets plus ou moins longs, contendants et effilés. Quelques saignements viennent la récompenser, mais là, encore, elle doit se résigner et pleurer un peu devant la persistance têtue de l'excroissance abdominale. Promesse régurgitant son ignorance, je lutte contre sa volonté. Vaillants et désespérés, mes petits doigts de fœtus tiennent le cordon avec résolution. Au bout de 7 mois, elle réussit à évacuer la chose de son corps. Je ne veux pas écrire qu'on ne me désirait pas. Je raconte simplement la venue du petit bout de chair d'1,8 kg qui naît le 22 février. Ma mère n'avait pas établi le lien entre son ventre et moi. Quand on l'informe que je vais sans doute mourir, quand dans la couveuse elle me voit beaucoup moins grosse que le poulet qu'elle a bouffé la veille, maman pleure. Pas sur elle, mais sur moi. La petite chose qui ne respire pas par elle-même, la petite chose dans cette boîte en verre, c'est quelqu'un. Et elle vient de comprendre que c'est un peu elle. Maman m'aime tellement que pendant les mois où mon pronostic de vie est réservé, elle ne mange pas un seul bonbon. J'ai survécu. Je voulais voir les prés et les coquelicots. Je voulais sentir le vent des Aurès. J'ai passé mon existence à attendre un printemps qui ne voudra pas arriver, à espérer un mois d'avril révolu et ravagé dans le nombril désastreux et comique de ma mère. Mais j'ai survécu. On peut survivre à tout quand on survit à sa mère. Alors voilà, c'est la question que vous posez, Dali Farhat, c'était tout simplement de savoir si aujourd'hui encore vous en étiez convaincu, on peut survivre à tout quand on survit à sa mère. Oui, je pense que alors cette phrase, elle renvoie à la fois à la construction du livre, à l'écriture elle-même et aussi à l'expérience que chaque enfant doit faire dans sa vie, c'est-à-dire survivre à ses parents. Alors, Donc c'est à la fois quelque chose de biologique et de littéraire. alors justement, c'est cette saga familiale que vous nous racontez, la fille qui parle de sa mère et de la mère de sa mère, 3 existences de femmes à cheval entre l'Algérie en pleine guerre d'indépendance et une France d'immigration, premier roman depuis multititré, mais vous précisez premier roman publié, c'est dire qu'Impasse Verlaine n'est de loin pas votre premier acte d'écriture. Oh oui, oui, oui. J'écris depuis que j'ai une dizaine d'années. J'ai écrit beaucoup de choses et c'est pas le premier roman que j'ai écrit. J'en ai écrit enfin, plein depuis. Mon premier roman, je l'ai écrit en 2005 en fait. Et puis entre-temps, j'ai dû en écrire une dizaine avant que Impasse Verlaine puisse en fait pas vraiment être remarqué parce que celui-ci aussi, je l'avais déjà envoyé, mais en tout cas être retenu. La publication, ça reste la consécration quand on écrit. Il n'y a pas de vraie existence littéraire sans cela. En l'occurrence, vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Vous venez de le dire, si je ne m'abuse, près de 15 ans d'attente entre l'envoi de votre premier manuscrit et sa publication.
C'est Ah, énorme. c'est comme pour tout, c'est plus une question sociale. Vous savez, il y a des gens, ils décident de faire un livre et le lendemain, ils sont édités, ça dépend qui ils connaissent. Et ils sont pas, peut-être ça leur enlève pas forcément un talent, mais en tout cas des capacités d'écriture, beaucoup. On peut tous, écrire en fait, il suffit qu'on ait fait certaines études, c'est possible. Et après, l'état d'écrivain est un état que je découvre maintenant parce que l'édition, disons qu'elle m'a permis d'assumer. Elle m'a permis d'enlever la peur et la honte d'écrire parce que écrire pendant des années, ça prend énormément de temps et en fait, ça prend sur le reste et on culpabilise un petit peu et l'idée d'être édité n'est venue que tardivement en fait chez moi parce que je pouvais même pas envisager, ça. Ça aussi, c'est une question sociale. Ma petite fille, par exemple, qui a 10 ans, j'ai des jumeaux qui ont 10 ans, ma petite fille, quand elle gribouille 3 trucs, elle me dit: «Bon, ben, j'enverrai un éditeur». Elle a sa mère qui est éditée, donc elle a la représentation sociale. Il y a des bibliothèques chez moi. On oublie trop souvent qu'un livre, c'est pas une évidence, qu'il y a beaucoup de maisons sans livres et que la question de l'écriture comme existence sociale, elle est comme un privilège, une pensée privilégiée. C'est pas quelque chose une chose à laquelle on pense naturellement. Donc pour moi, ça n'a pas été une souffrance dans le sens où, de toute façon, je ne me projetais pas pour ça. C'est pas une consécration dans le sens où, ben, de toute façon, je me promettais pas ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est une grande liberté, une forme de confort, une angoisse qui tombe. Et la légitimité à écrire, elle vient beaucoup des lecteurs. Et ça passe par un éditeur. En fait, sans l'éditeur, j'ai pas de lecteur, ou alors si j'ai mes copines à qui j'impose mon bouquin, mais sinon, et qui me disent oui, oui, c'est bien, continue. Mais sinon, c'est par contre les rencontres de lecteurs en vrai, tout ça, moi, ça, je m'en remets pas. C'est Mais magnifique. en l'occurrence, vous avez dû faire quelques concessions, revoir votre manuscrit, mettre du lien entre ce qui était jusque-là une succession de courts récits, c'est bien ça? C'est ça, Impasse Verlaine, au départ, était pensé comme j'avais beaucoup écrit de nouvelles, comme des petites nouvelles et des chroniques. Et il a fallu repenser le livre comme un roman. Mais comme moi, j'ai une écriture un peu instinctive, brutale, je ne me pense pas comme écrivain. Je me dis pas, ah, je vais faire un roman. J'écris un truc parce qu'il faut faut que je l'écrive. Donc, du coup, ça me sort des fois un petit peu comme ça peut. Et je m'auto-forme en fait à l'écriture. Bah, c'est pour ça que je parle d'artisanat, parce qu'en bidouille, je vois que ça marche pas, je recommence. Et Impasse Verlaine est devenu un vrai roman sur la fin. J'ai enlevé énormément de choses. Au départ, c'était plutôt un récit, une chronique biographique, alors que là, c'est plutôt un roman à matière biographique. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la machine est en route, on vous reçoit pour votre premier roman, alors que vient de paraître votre second opus, Le Doigt, toujours chez Grasset. Oui. Disons que genre je vis pas de mon écriture, c'est encore impossible. J'ai un tout petit temps partiel, qui peut-être l'année prochaine si on me l'accorde. Donc non, c'est pas exactement, mais en tout cas, il y a plein d'aventures, en tout cas des événements, le livre je me rends compte, le livre me fait faire, des choses que j'ai jamais faites et me fait regardez, là, je suis en Suisse. À quel moment dans ma vie j'aurais eu la possibilité de vous parler, Jean? Et ça, vous voyez, c'est des vrais cadeaux et je prends. Je prends et je vis ça et c'est pareil, j'ai pas de projection, sociale ou de réussite par rapport à ça parce que j'en connais l'imposture. C'est plus, quelque chose de vivant. Je vis tout ce que j'ai à vivre et en me disant: «Mange ton pain blanc, mange ton pain blanc, on sait jamais plus tard». Mais c'est difficile de revenir à Impasse Verlaine alors qu'on vous imagine concentré sur, l'accompagnement de votre dernière création, car c'est indispensable. Un livre, ça s'accompagne. Oui, c'est ça et enfin, on m'accompagne, c'est sûr que j'ai besoin de soutien, je suis pas suffisamment connue, je suis pas à Paris, j'ai pas de réseau. En plus, je me trouve dans une sorte de niche improbable parce que Impasse Verlaine, par exemple, c'est un roman, bon, vous avez dit les mots, Algérie, immigration, mais en fait, c'est même pas un roman là-dessus, c'est pas un truc je suis dans un truc un peu à part. Les gens reconnaissent des choses, mais en même temps, ils sont déstabilisés parce qu'en fait, moi, ce que je raconte, c'est un lien de transmission et qui est possiblement pensé par d'autres. Et donc, si vous voulez, déjà, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Le fait d'être entre deux livres, encore là, ça va parce que mon prochain, celui qui est sorti, qui s'appelle Le Doigt, est donc le prolongement d'Impasse Verlaine. Et On va y on va remettre revenir la d'ailleurs, suite. ouais. Mmh.
Donc du coup, le fait qu'il le prolonge, donc fait que non, ça fait un peu bizarre d'être sur 2 livres, mais là, c'est-à-dire que surtout là, j'ai les premières réactions. Je m'attendais pas du tout, à ce qui se passe avec le doigt, ça part vite. Alors peut-être ça va faire pchit, mais en tout cas, c'est assez troublant, je me doutais pas, ce livre, je le trouve plus dur, le second est plus dur, je me doutais pas qu'il allait, saisir le lecteur comme ça. Je m'y attendais pas du tout Mais et cet donc du accompagnement, coup, oui, mais cet pardon? accompagnement qu'on doit faire, est-ce que finalement, ce n'est pas du temps volé sur l'écriture? On doit consacrer beaucoup de temps à promotionner en fait sa dernière Oh ça publication. va, je suis pas une star, hein, je suis toute petite, moi, il m'arrive pas grand-chose. Non, un livre, en fait, c'était très dur au début parce que, malgré ce qu'on croit, j'aime pas trop, moi j'écris enfin, quand on écrit, c'est pour fermer sa bouche. Et puis aussi, j'ai arrivé à un stade de ma vie où je suis mieux terrée dans mon truc à écrire. Donc du coup, après, je le fais de bon cœur et je le fais avec joie. Mais au début, il a fallu m'habituer et me dire non, il ne s'agit pas de toi, il s'agit du livre. Et donc maintenant, je le fais parce que bon, pour un passe-Verlaine, il y avait ces petites filles, quoi. Il fallait que je les raconte et il fallait que elles ne pouvaient pas parler d'elles-mêmes. Il faut bien être là devant le livre. Un livre invisible, c'est un livre qui n'existe pas. Donc, du coup, je le fais de bon cœur. Et le temps, bah, regardez, juste avant de me connecter avec vous, là, je suis en train de faire des corrections sur celui que je vais bientôt envoyer à mon éditrice. Donc, du coup, non, j'essaie de faire tout ça non, le plus paisiblement possible. Alors, on retourne, si vous voulez bien, à votre première création, qui fait notamment la part belle à la question de l'intégration, celle de cette femme, littéralement catapultée de l'Orest algérien en pleine Auvergne, qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui va néanmoins trouver une place, sa place, dans la société française, en s'appuyant notamment sur les connaissances de sa fille pour éviter les écueils de l'analphabétisme. On retrouve Clotilde German. J'adore être le nègre de ma mère. J'en suis fière. J'observe les 2 mots répétés chacun 2 fois, destinataire et expéditeur. Vendredi perçoit mon hésitation, me menace de ce regard qui me réveille encore la nuit. Je dois prendre une décision. Je choisis. Je parie sur mon intelligence et sur la taille des cadres à remplir. Je recopie les adresses, glisse les documents dans la main de ma maman. Je suis espionne, agent secret des mensonges de Vendredi. Elle est sous couverture. Nous sommes infiltrés à Clermont-Ferrand, à la poste de la Plaine. Personne ne doit savoir que nous n'en sommes pas. Mon cœur bat dans mes tempes. Si je m'étais trompée, si j'avais inversé. Le guichetier parcourt le document. Vendredi trépigne. Elle aussi déteste ces moments dangereux où l'on pourrait deviner son secret. Quand tout à coup, Madame, vous avez oublié de signer. La signature. Putain, j'ai oublié la signature. Erreur de débutante. Prête à reproduire son stratagème, Vendredi tire sur ma mèche et veut s'éloigner pour que je lui désigne l'endroit où elle doit paraffer. Mais le guichetier, exceptionnellement patient, articule un « Je vous en prie, signez-le » que je le soupçonne d'avoir tout deviné. Il veut que la femme au visage bigarré signe devant lui. Je crois que je fais un peu pipi dans ma culotte. Vendredi ne saura jamais où apposer sa griffe. Tout le monde va savoir qu'elle ne sait pas lire et je vais devoir mourir dans l'heure. C'est la règle, dans toutes les mafias, on zigouille les scribouillards qui font mal le travail. À mort le nègre. Mais Vendredi ne se démonte pas, et comme à chaque fois que la réalité l'emmerde, elle la change. J'ai déjà signé. Pardon ? Je dis j'ai déjà signé. Mais non, s'exclame l'imbécile Pandare, regardez. Et de l'index, il lui désigne le cadre vierge de signature. Discrètement triomphante, sans un mot d'excuse, Vendredi prend le stylo que l'employé lui tend, fait mine de relire le document comme pour y déceler un vice caché, prend son temps pour bien faire glisser son regard de la gauche vers la droite. Là, j'adore ma mère. Et enfin, nonchalamment, elle signe. Donc je disais, c'est un épisode pour le moins cocasse, mais ces efforts d'intégration ne sont de loin pas toujours drôles. La douleur est très souvent au rendez-vous. Elle prend des tournures souvent inattendues, notamment l'aspiration à la propreté absolue, comme une distanciation à ses origines berbères. Moi, dit la mère à sa fille, je nettoie la France, et ton père, il l'a construit. C'est fort, ça, non?
Oui, en fait, on se rend compte, ce que j'ai voulu raconter, c'est que, même le mot intégration, finalement, a quelque chose, d'une très grande violence parce que les gens sont là, ils vont pas se raboter. Vous savez, comme quand on fait de la menuiserie, on rabote pour quelque chose de rond. Alors là, on veut que les gens rabotent, leur corps. Elle ne sait pas lire, alors elle essaie de s'adapter, en fait. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire et il n'y a que de l'écrit. L'épisode de La Poste, montre surtout l'impuissance et la domination, d'un monde, enfin une domination qui va persister. Elle n'a aucune chance, la mère, dans son histoire de fille qui ne sait pas lire, qui est mariée à un type qu'elle n'a pas choisi, qui est sans famille. Dans ce pays-là, en fait, elle va essayer simplement de survivre. Ici, le mot intégration est plus une projection qu'on peut faire parce une projection extérieure sur une population qu'on a bien envie de raboter d'une manière ou d'une autre pour qu'elle ressemble à autre chose que ce qu'elle est. Et j'ai jamais été très à l'aise avec ce terme parce que j'ai cherché à trouver ce que ça pouvait vouloir dire exactement. Qu'est-ce qu'il fallait que j'enlève de moi pour me désintégrer ou m'intégrer, ou qu'est-ce qu'il fallait que j'ajoute? Qu'est-ce qui me manquait comme pièce particulière? Des jantes alu, un pot d'échappement bio? J'ai jamais vraiment compris ça. Et quel genre, et c'est un petit peu aussi le sujet du prochain livre, qu'est-ce qu'il faut qu'on… Et donc là, si vous voulez, par rapport au ménage, qu'est-ce qui reste à ces femmes, et c'est souvent des femmes, et c'est encore le cas, qui ne sont pas diplômées ou qui n'ont… Et il y a aussi des hommes, mais c'est quand même beaucoup de femmes qui ne sont pas diplômées, qui n'ont pas d'écriture. Qu'est-ce qu'il leur reste comme possibilité de gagner leur vie, à part nettoyer ou tout ce qui concerne le care, c'est-à-dire nettoyer? Qu'est-ce qu'il leur reste? Elle va faire quoi? Trader à Wall Street? Et donc c'est vrai que il faut penser à la fabrique d'une personne sur des portes fermées. Souvent, on pense que les gens ouvrent pas les portes, mais c'est pas juste. Par exemple, un quinquagénaire suisse qui tout à coup perd son travail. Il va faire comment? On va lui dire qu'il s'intègre pas, qu'il réussit pas. On va l'accuser d'avoir 50 ans, que c'est une faute par rapport au marché du travail, par exemple. Est-ce qu'on va lui dire, vous êtes trop vieux? Vous voyez, donc c'est difficile de projeter sur l'autre quelque chose au fond qu'il subit et dont il n'est pas responsable. Et dans Impasse Verlaine, je ne cherche pas à voir qui sont les méchants et qui sont les gentils, même par rapport à l'histoire familiale. Je cherche à raconter comment un être humain finalement est écrasé par des choses qu'il ne contrôle pas, écrasé par des choix qu'il n'a pas à faire parce que tout est tracé pour lui. Les portes se ferment au fur et à mesure. Quand on est dans tel ou tel endroit du monde, on n'a pas les mêmes possibilités de devenir trader à Wall Street, même si franchement, devenir trader à Wall Street n'est pas du tout mon rêve. C'est l'exemple qui me vient là maintenant. Mais Et donc, cette question de l'intégration, finalement, c'est un leurre, c'est une chimère. c'est même plus que ça, je crois que c'est un mythe destructeur qui détruit tout le monde d'ailleurs, qui fait du mal à tout le monde, à ceux qui la désirent, à ceux qui la recherchent, à ceux qui pensent que ça ne se fait pas. Je pense que c'est un mythe absolument destructeur. Et parce qu'ils ne pensent pas le réel. Moi, vous savez, le problème des mythes, moi j'adore la mythologie et tout, hein, mais le problème des mythes, c'est que lorsqu'on veut forcer le réel avec, on fait du mal aux gens, à ceux qui ont peur des autres, hein, vraiment, hein, je ne veux pas, à ceux qui ont peur de ce qui est différent, à ceux qui le sont. Euh, et c'est valable pour tout, pour tout. On va par exemple incriminer une personne, ça c'est un autre roman, le quatrième sur lequel je vais raconter l'histoire d'une femme qui a un enfant handicapé et un handicap qui est non visible. Et on n'imagine pas la ségrégation et les violences permanentes contre les handicaps invisibles, par exemple. On est toujours en train d'accuser l'être humain d'être ce qu'il est, gros, étranger, vieux, fragile aussi. Regardez ce qui se passe maintenant. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve injuste et que je veux raconter en disant, bon, ben, peut-être on peut penser le monde en pensant le réel. Et la littérature, pour moi, elle a une capacité à dire le réel qui est phénoménale et qui me fait beaucoup de bien. Mais pour autant qu'on veuille néanmoins viser à une partie d'intégration, est-ce qu'il y a des facteurs qui sont susceptibles de la faciliter? L'argent.
Il n'y a aucun problème d'intégration quand on est, quand on est riche. Moi, on n'a jamais dit, tiens, c'est très bizarre, cette madame machin là qui est donc, elle a du mal. Non, elle s'intègre très bien. Enfin, je veux dire, je caricature. Je crois que c'est ça. Par exemple, moi, je suis assez favorable à ce que on donne politiquement, par exemple, le revenu universel, par exemple, pour moi, c'est quelque chose, c'est une évidence, surtout là, tout de suite. Là, on est en train de vivre un épisode mondial phénoménal. Il faudrait qu'on se mette tous ensemble pour dire attention, on va fabriquer de la violence sociale, on va fabriquer donc il faut qu'on soit vigilant. Donc, le facteur majeur, c'est la sécurité sociale. Après, il n'y a pas que ça. Je ne suis pas non plus neuneu et puis angélique. Il n'y a pas que ça. Il y a des rapports de force, mais je crois qu'ils sont davantage sociaux que culturels. Et à zoomer sur du culturel ou autre, on se cache le réel, une grosse partie du réel. Moi, j'habite par exemple ici, en face de moi, il y a un ingénieur tunisien qui a épousé une Marocaine, une femme d'origine marocaine qui vient de la banlieue parisienne. J'ai ici une ancienne femme de bouchère. Ici, c'était des notaires, maintenant c'est des cadres. On a tous notre petite maison. À aucun moment, ça leur viendra à l'esprit de dire Dali, non, si elle s'intègre, ça leur viendrait pas à l'esprit. On se ressemble. On se ressemble socialement, on est propriétaire. Voilà, on a chacun notre espace. 100 mètres carrés au moins chacun, on a un jardin, on a des conditions qui ne poussent pas spécialement à se regarder comme menace. Alors après, c'est toujours pas non plus pour parler d'excuses, mais je crois que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. Ce qui écrase les êtres, on ne peut pas les accuser de ça. Mais par contre, on peut essayer de voir comment ça marche, toutes ces choses-là. Pour moi, je suis artisane, donc j'aime bien regarder la mécanique des gens, la mécanique intérieure, psychique, et puis c'est la mécanique sociale qui en fait se croise. Et mon prochain bouquin, il essaie de faire ce carrefour entre l'intime, le social et le politique presque. Je crois que c'est une voie. La voie possible, là, dans l'impasse dans laquelle nous sommes à penser justement les liens entre les gens, c'est de penser les choses telles qu'elles sont, les regarder telles qu'elles sont, sans angélisme, mais sans non plus diabolisation de qui que ce soit. Ni ceux qui ont peur et ni ceux qui font peur. Et pour revenir très terre à terre, est-ce que l'école, ça peut être un facteur d'intégration? Je pense que l'école en elle-même, non, parce que c'est aussi une structure inégalitaire. Par exemple, en France, est classée, c'est une des écoles les plus inégalitaires qui reproduit les inégalités. On ne sait pas moi qui le dit, c'est l'OCDE. Hein. Donc, l'école comme structure, non. Et les dernières réformes, là, depuis maintenant 15-20 ans, c'est pire. Là, on est en train de réformer en France la maternelle, c'est effrayant. Mais par contre, les passeurs de mots, oui. L'école est blindée de passeurs de mots. Les instits, les profs, les surveillants, les gens qu'on croise, les bibliothécaires, les médiathécaires, tous ces gens-là qui sont passeurs de mots sont susceptibles effectivement et de savoir, oui, bien sûr, ceux-là, je pense, peuvent être capables d'émancipation. Il faut distinguer, à mon sens, le savoir, l'art, les musées, enfin, tout, que l'école, il faut arrêter de diviniser une structure qui en fait fait pas le job, il faut la regarder pareil avec réalisme, arrêter d'être dans un mythe et se dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais par contre, il ne faut pas incriminer pour autant les gens à l'intérieur qui essaient, pour la plupart, vraiment, de changer la donne. Parfois un petit peu comme Sisyphe, parfois un peu comme des Don Quichotte. Ils essaient. Parfois, c'est le tonneau des Danaïdes, on verse quelque chose qui se remplira jamais, peut-être. Mais qu'est-ce qui lui manque à cette école? C'est surtout une question de moyens? Ou bien ça dépasse très largement? Moi, je pense que ça dépasse ça. Bien sûr, il y a ça. Tu ne peux pas enlever des heures de cours et augmenter le nombre d'élèves par classe, fragiliser les enseignants et de dire c'est bizarre, ça ne marche pas. Enfin, personne ne ferait ça. Tu ne peux pas te dire je vais faire un gâteau au chocolat, mais bon, je ne vais pas mettre de chocolat. Parce que bon, hein, on va plutôt mettre de la poudre de je ne sais pas quoi qui ressemblera à du chocolat. Bon, au niveau cuisson, ça coûte trop cher de le faire cuire tant. Bon, je vais le faire moitié de cuisson. Et après, retirer le truc, dit c'est bizarre, ça ressemble pas à un gâteau au chocolat. Bah oui, mais bon, c'est le problème. On ne peut pas à la fois organiser des réformes ou des structures qui ne fonctionnent pas et s'étonner que ça ne marche pas.
là-dessus, vous savez, il y a des militants, il y a des syndicats, il y a des parents qui peuvent le dire mieux que moi. Je ne suis pas militante spécialement, moi je suis plutôt écrivaine et dans le prochain, je vais parler de l'école justement, je vais parler d'éducation nationale, pas du tout à charge, ni à décharge, ni dans le mythe, mais je vais décrire des faits, des choses qui ont eu lieu et je vais bien expliquer comment ça se passe de l'intérieur et les gens après, ils feront ce qu'ils veulent de ce livre, ils feront ce qu'ils veulent de ce qu'ils auront lu et compris. Mais je crois que si chacun d'entre nous, on avait un regard justement réaliste sur le monde, on serait moins blessé de tous ces idéaux qui tombent. On dirait, Donc, l'école républicaine, c'est rien qu'un slogan, dans le fond, à vous entendre. Hier, j'ai regardé La gloire de mon père et le château de ma mère avec mes enfants. C'était les vacances et on a regardé ça avec mes jumeaux. Et j'ai pleuré comme une dinde à regarder cette belle image. Moi, j'ai adoré lire Marcel Pagnol quand j'étais en 6e. Et oh mon Dieu, que c'était beau. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je voudrais tellement y croire, comme le Père Noël et le marchand de sable. Je voudrais tellement que ce soit vrai. Genre, je voudrais de tout mon cœur que ça existe. Je voudrais de tout mon cœur qu'il y ait effectivement une vertu magnifique qui s'appelle l'école républicaine, qui ferait que chaque être vulnérable et infime puisse effectivement avoir puissance et joie. Je le voudrais de tout mon cœur, Jean, de tout mon cœur.